Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 16 janvier 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vous lis un petit passage, la préface d'Annie Lebrun, Perspective dépravée entre catastrophe réelle et catastrophe imaginaire. Ouvrage que je vous montre ici à l'écran. Mais avant, je vais vous lire un petit éditorial écrit que j'ai commis ce matin. On fait mine de croire qu'Auschwitz appartient au passé, qu'Hiroshima n'appartient pas au futur. C'est oublier ici que ce sont deux mots qui résument notre modernité, qui la fondent. Le premier est relégué à la sphère historique quand ce n'est pas à la sphère politique. Beaucoup pensent que son entrée dans l'histoire avec un grand H se résume à la création opportuniste et étrangère d'un État qui n'aurait jamais dû exister autrement que sous la forme utopique. Certains pensent même que l'existence des camps fut nécessaire pour que se réalisât enfin la terre promise. Ce sont là des idées malheureusement fort distillées qui, enfin, expurgent la conscience coupable ou la dissout dans des lieux communs. On ne sait pas ce qui se passe, et c'est précisément ce qui se passe, disait Ortega y Gasset. Je paraphrase. On ne peut pas penser Auschwitz, et on ne peut pas ne pas penser Auschwitz. Telle est ma position. Je ne sais si on trouvera, et qui paraîtra en mai 2013, dans le DSM-5, le symptôme Auschwitz, et qu'on finira par réduire Auschwitz à une séquence psychotique temporaire de la psyché européenne et qui deviendra, pour certains individus, étant le symptôme achevé de leur propre névrose. Cette conscience européenne, heureusement guérie par le pharmacon capitaliste libéral. Pour ma part, étant doté d'une imagination plutôt étonnante, je ne cesse de faire de curieux rapprochements, d'étonnantes associations d'idées entre, exemple, celle-ci, Zyklon B et Zoloft, un gaz pour tuer et une combinaison moléculaire pour anesthésier. Je ferai un autre rapprochement en disant qu'il est possible finalement que la mauvaise conscience européenne fut pulvérisée, voire atomisée à Hiroshima par les Américains, l'un prenant le relais de l'autre. On fera toujours mine de croire que sous influence pharmaceutique, qu'Auschwitz n'est pas constitutif de notre modernité, mais il nous faudra de super nouvelles combinaisons moléculaires pour obvier qu'Hiroshima n'est pas notre futur. Lorsque Pauline Marois a annoncé la fermeture de Gentilly II, chacun s'est à juste titre réjoui, sauf peut-être Jacques Parizeau. Jacques Parizeau étant un adepte de ce qu'on appelle le nucléaire civil. Peut-être avait-il d'autres visées, peut-être que la République du Québec, qui sait, n'aurait pas signé le traité de non-prolifération nucléaire. Je plaisante. Ce qui m'a un peu étonné dans cette annonce, c'est la durée des opérations du démantèlement. Un demi-siècle. Et les coûts, pour l'instant, évalués à 2 milliards de dollars. Nous vivons en un temps économique qui se mesure en nanosecondes, le court-termiste. Et dans le même élan, nous planifions une action qui va requérir l'intelligence technique de 2
générations. C'est dire que le Québec va former des ingénieurs nucléaires pour les 50 prochaines années. Et ça n'a pas étonné personne, on dirait. Comment alors ne pas s'interroger sur la neutralité dont aura été l'objet cet événement en réalité, Fukushima, aussi emblématique de notre époque que l'avait été en son temps le tremblement de terre de Lisbonne de 1755, autant par l'accumulation significative de facteurs déclenchants que par la totale révision des valeurs susceptibles d'en découler, comme ce fut le cas au XVIIIe siècle. Passé l'effroi des premiers jours à l'origine de ce qui a pu passer pour une certaine prise de conscience collective, force est de constater que le débat a très vite tourné court. Et cela non seulement suite aux nombreuses promesses de vérification des centrales nucléaires européennes encore en activité, mais surtout grâce à la scandaleuse répétition en boucle de l'allégation d'un sens de la fatalité qui se confondrait avec le génie japonais. Sur quoi les plus justes analyses environnementalistes, je pense par exemple à la réflexion d'Agnès Sinaï, sortir d'urgence de notre mode de conscience, publié dans Le Monde du 19 mars 2011, ne pouvait avoir prise qu'en sur place, à partir du moment où il devint impossible de camoufler certaines évidences, gouvernants et gouvernés se sont retrouvés à jouer de ce registre pour faire accepter et accepter l'inacceptable. Et je n'ai pas fini de m'étonner que ce consensus à l'intérieur du Japon, mais se répercutant dans le monde entier, sous prétexte de reconnaître la dignité silencieuse d'une population aguerrie à toutes sortes de cataclysmes, n'ait pas été perçu comme une étape nouvelle dans la soumission à l'ordre des choses correspondant à un inquiétant degré d'asservissement enregistrable à l'échelle mondiale. D'autant que si, en 1989, je m'inquiétais de ce qui me semblait se jouer entre catastrophe imaginaire et catastrophe réelle, j'ignorais encore que dès les années 50, Gunther Anders avait pressenti la panne de l'imaginaire que je décrivais. Partant de la radicale nouveauté de la situation atomique, celui-ci en était en effet arrivé à montrer comment nous nous trouvions de plus en plus dépassés par ce que nous produisions, faute de nous représenter en nombre et en nature les effets de la technique. En fait, c'est le même phénomène que j'évoquais, mais vu de l'intérieur, en constatant combien la réalité atomique faisait barre sur notre imagination, jusqu'à imposer sa force de destruction au détriment de notre pouvoir de négation à même de déployer l'infini de ses perspectives imaginaires. Ainsi avait commencé le règne d'une myopie générale dont nous devenions chaque jour plus incapables de mesurer les conséquences désastreuses, au point de ne plus savoir discerner ce qu'il y est la cause à l'effet. De sorte qu'en quelques décennies, l'imaginaire catastrophique s'est laissé réduire à ne plus figurer que par des accidents dont la gravité spectaculaire aura essentiellement été prétexte à glorifier une technique définitivement salvatrice. Qu'on se garde bien de le voir constitue en soi une catastrophe inédite qui vient aujourd'hui redoubler tous les autres. Du coup,
s'il revient à René Riesel et à IMP Semprun d'avoir su montrer en 2008 quelle soumission durable induisait les discours du catastrophisme, travaillant presque tous, de près ou de loin, à l'administration du désastre, n'importe-t-il pas autant de chercher quelle perspective imaginaire pourrait, tel un caprice d'inversion optique, nous faire voir les choses où elles ne sont pas, c'est-à-dire nous découvrir quelle échappée autrement invisible et peut-être encore garante de notre liberté. Annie Lebrun, juillet 2011. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, vous connaissez la suite. Abonnez-vous à ma chaîne. Mon numéro de téléphone, 514-736-0999. Ma page Facebook, hyper actif, même si je ne sais pas taper. Et vous pouvez, mais j'ai une méthode, là. Un ami m'a donné une méthode. Je vais m'y mettre en 2013. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie, donc, le livre voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Allez, merci et bonne journée à tous.